Mais ils sont étrangers, madame. Et de toute façon, ils font leurs études en France. Mais en quoi a-t-on besoin de ces gens? Pour la plupart, on n'en a pas besoin. On peut dire que la manière dont actuellement le gouvernement israélien traite la population de Gaza ressemble par exemple beaucoup à la manière dont le gouvernement américain a traité les Indiens d'Amérique. C'est vous qui... Alors je vais vous appeler monsieur le député, parce que vous ne l'êtes plus et parce que vous nous avez tellement gonflé avec ça quand vous étiez député. Moi je m'adresse à l'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non, non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, Zemmour devient de plus en plus fou. Ils deviennent de plus en plus fous, les amis. Zemmour, il faut l'enfermer. Moi, je vous dis, il y a irrécupérable. Regardez la vidéo et on en parle. Passons. Revenons à nos agriculteurs. Moi, ce que je propose, et d'ailleurs, c'est eux qui me l'ont suggéré, c'est que d'abord, on refasse, comme on faisait avant, des contrats précis pour quelques mois. Ils viennent travailler, ils repartent chez eux immédiatement à la fin de leur mission. Il y a même un ami agriculteur qui m'a dit « tu les payes que quand ils reviennent chez eux ». Donc, pas de regroupement familial, pas d'autres règles. Deuxièmement, je pense qu'il faut réduire massivement toutes les mesures d'assistanat pour contraindre des gens à travailler dans ces métiers. Et troisièmement, il y a en ce moment le développement, là je parle à moyen terme, le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle qui va régler cette question. Donc moi je compte beaucoup sur le progrès technologique. Nous aurons demain des robots avec l'intelligence artificielle qui pourront faire beaucoup des travaux aujourd'hui dévolus aux immigrés. C'est l'intelligence artificielle qui va ramasser les fraises. Mais ça sera très bien. Un robot qui pourra penser à Nietzsche en ramassant les fraises. Les amis, Zemmour ne parle pas des immigrés ici comme des êtres humains. Non, mais comme de la main-d'œuvre interchangeable, bientôt remplaçable par des machines. C'est une déshumanisation totale, une vision purement instrumentale des personnes. Faut pas oublier quand même que ces personnes-là, la plupart fuient la guerre, fuient la pauvreté, ils cherchent simplement une meilleure vie. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Mais dans sa logique à lui, un immigré ne vaut que par sa capacité à faire le sale boulot. Et en plus, la question que je me pose, si demain, ces soi-disant robots là, avec l'intelligence artificielle, ces robots hyper intelligents, se mettaient à faire les tâches que les immigrés ne font plus puisqu'ils sont plus là, mais qui va acheter ces robots? Ça, il ne nous le dit pas. Hein. Qui va entretenir les robots? Parce que les robots, il faudra les entretenir. Hein. De temps en temps, un petit coup de tournevis à gauche et à droite. Et à quel coup? Ça, il ne parle pas de ça. C'est pas fini, les amis. Deuxième vidéo d'Éric Zemmour, sur la même émission. Là, il va très fort. Là... Le chiffre Éric Zemmour, combien aujourd'hui de personnes sont en situation irrégulière et combien de personnes sont régularisées tous les ans? On est d'accord. Vous avez entre 600 000 et 900 000 irréguliers. Oui, c'est un chiffre partagé. C'est un peu difficile de le savoir d'ailleurs, puisque par essence, les irréguliers ne peuvent pas être comptabilisés. Mais c'est une évaluation. Et vous avez, tous les ans, qui rentrent en régulier 500 000 personnes. 320 000 visas légaux, plus 150 000 de droits d'asile. La moitié sont donnés, on leur donne le droit d'asile, et la moitié, de toute façon... on leur rejette leur demande et de toute façon, ils restent. Donc ça fait 500 000 personnes tous les ans. Tous les ans. C'est pas nécessairement cumulatif. C'est pas nécessairement cumulatif sur les 300 000 que vous citez. Tout le monde ne reste pas en France. Non. Il y a des étudiants, par exemple, qui viennent faire leurs études 1 an, 2 ans en France. Mais ils sont étrangers, madame. Et de toute façon, ils font leurs études en France. Mais en quoi a-t-on besoin de ces gens? Pour la plupart, on n'en a pas besoin. La plupart sont dans des études de sociologie ou autres. On n'en a pas besoin. Ils finiront livreurs Uber. Les rares qui sont des bons étudiants, des Asiatiques et des Marocains bons en maths par exemple, je trouve absolument scandaleux qu'on les enlève à leur pays. Donc pour lui, la nationalité suffit à disqualifier quelqu'un, même s'il est brillant, même s'il est motivé, respectueux des lois, même s'il est désireux d'étudier. Rares sont ceux qui sont bons en maths, les Asiatiques et les Marocains. Vous avez de la chance, les Marocains. Zemmour vous a choisi. Je sais pas si vous devez être content ou... je ne sais pas, mais... il vous a choisi, il a dit que vous êtes bon en maths. Vous, les Asiatiques. Il a dit que les autres sont inutiles.
Mais je ne sais pas si vous entendez la petite voix là. Même quand il vous complimente, il vous enferme dans une case. Et surtout, il n'imagine pas que ses talents puissent choisir librement de venir étudier en France. Pour lui, c'est inconcevable. En fait, ce mec, il ne parle pas d'immigration, mais de pur nationalisme ethnique. Pour lui, tout ce qui est étranger est de trop. Même les cerveaux, oui, les Marocains et les Asiatiques, oui, même vous. Il vous a choisi, mais vous êtes quand même de trop. Même les étudiants, même ceux qui respectent les règles et cherchent à progresser, ils sont de trop. On peut dire que la manière dont actuellement le gouvernement israélien traite la population de Gaza ressemble par exemple beaucoup à la manière dont le gouvernement américain a traité les Indiens d'Amérique. Et ça, c'est un fait. Là, je pense, voilà, on regroupe des gens dans quelque chose, en effet, Gaza. Alors, ce n'est absolument pas un camp d'extermination, ça n'a rien à voir avec Auschwitz, mais ça ressemble fortement à ce qu'on appelle techniquement des camps de concentration qui ont été utilisés, par exemple, par les Britanniques dans la guerre contre les Boers en Afrique du Sud, où ils concentraient les populations blanches boers qui étaient leurs ennemis dans des camps, hommes, femmes, enfants, ou à la manière dont les États-Unis ont traité les Indiens d'Amérique. Voilà, là, je crois que c'est une comparaison, sans faire appel au nazisme. C'est mieux que ce que j'ai dit. Voilà, oui, non, parce que, méfiez-vous sans parce faire que appel au nazisme. je me méfierais aussi de cette dernière analogie qui ne veut avec les Indiens d'Amérique. Oui, moi, la comparaison. Vous avez entendu les menaces de la dame. Vous l'avez entendu. Méfiez-vous, parce qu'il a bien vu que le gars dit la vérité. Et d'ailleurs, vous qui suivez mes vidéos, j'avais déjà dit cette phrase-là, que ce que les Israéliens étaient en train de faire, c'est exactement ce que les Américains ont fait aux Indiens. Et j'avais dit aussi que je pense qu'ils ne s'arrêteront pas là. Ils veulent faire exactement ce que les États-Unis ont fait pour avoir ces 6 grands États, leurs 51 États. Ce qu'ils ont fait. Voilà. Et je pense qu'eux, ils veulent faire la même chose, mais au Moyen-Orient. Je pense qu'ils veulent faire la même chose. Et je l'avais dit dans la vidéo précédente. Les Indiens d'Amérique ont été déplacés, enfermés, affamés, sur des terres arides qu'on appelait les réserves. Les enfants ont été arrachés à leur famille, les cultures détruites, les ressources contrôlées, exactement comme on coupe l'eau et l'électricité et l'accès à Gaza. Ce schéma, les amis, ça se répète. On isole une population, on le prive de ses droits, on justifie ça au nom de la sécurité. Puis, on laisse mourir lentement, par pauvreté, par maladie, par guerre et par absence de soins. Et surtout, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une attaque contre les Juifs. C'est une critique d'un État et d'un gouvernement qui agit au nom d'une idéologie. C'est parce qu'on respecte l'histoire juive et la souffrance du peuple juif qu'on refuse d'utiliser ce souvenir pour justifier l'intolérable. De l'autre côté, il faut qu'on ait... Moi, je vais vous dire, le mot va vous choquer et ça va encore déclencher des choses chez certains. Le criminel qui gouverne actuellement, il doit partir. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre... Eh ben moi, je vous le dis, c'est bon. Je suis moi. Je savais que ça allait vous faire sauter. Non, mais je savais que ça allait vous faire sauter. C'est pour ça que je l'ai dit d'ailleurs. Vous allez donner des leçons à quelqu'un qui a été élu 6 fois président. Mais c'est invraisemblable ce que je pense. On rappelle qu'il n'y a pas de condamnation, on rappelle que le jugement et vous pas forcément dans le sens pensé. Monsieur Habib, allez rapidement, parce que s'il vous plaît, votre arrogance, gardez-la pour vous. En insultant les gens. Vous avez été député, vous êtes pris pour le président de la République. Aujourd'hui, c'est vous qui... Alors je vais vous appeler monsieur les députés, parce que vous ne l'êtes plus, et parce que vous nous avez tellement gonflé avec ça quand vous étiez député, en vous prenant pour le président de la République. On va garder un peu de il n'y a pas de raison. J'ai été élu à 4 reprises. Il n'y a pas de raison. J'ai quand même fait 85. Messieurs, en Israël. Oui, calmez-vous. Voilà, et on va rappeler. Calmez-vous. On va rappeler quand même aussi, vous parlez des accords d'Abraham. Voilà, attendez, allez, pas d'invective, c'est dommage, le ton était... Sur ce que fait Israël, Emmanuel Macron parle de honte, l'extrême gauche parle de génocide. Vous, quel serait votre mot ou qualificatif pour désigner ou pour montrer ce que vous comprenez de ce que fait Israël? Je pense qu'Israël fait ce qu'il peut, voyez-vous.
dans une situation qui est extrêmement difficile. Maintenant, il faut préserver évidemment les civils, bien sûr. Tout le monde veut préserver les civils, mais il faut pas mettre Israël dans avec des injonctions contradictoires. Si vous voulez, Israël dit on va déplacer la population, on lui dit c'est honteux, c'est horrible, etc. Et en même temps, j'imagine que s'ils veulent les déplacer, c'est pour pouvoir justement éradiquer le Hamas sans avoir la population civile qui sert de bouclier humain au Hamas, et retrouver les otages. Et si on les déplace pas, eh bien on va dire vous voyez, vous êtes en train de bombarder et vous tuez des civils. Donc ça n'est pas simple la guerre qui est menée par Israël contre le fondamentalisme islamiste. C'est plutôt que de venir lui apporter peut-être une aide, des solutions dans cette guerre qui nous concerne tous, parce que nous avons tous encore une fois le même ennemi. Tous les pays du monde ont le même ennemi, enfin quasiment tous, sauf ceux. Pour faire plutôt accuser la gauche qui parle de géno, mais elle propose aucun terme. Elle propose aucun terme pour qualifier les milliers de morts tués. La famine organisée, les bombardements des hôpitaux, des écoles et tout, elle propose aucun terme. Elle présente Israël comme un État qui est contraint, mais jamais comme un État pouvant commettre des abus. Elle peut pas. Elle doit absolument laver l'affront que son père a fait aux Israéliens. Elle est soumise. Elle n'est pas à 4 pattes, elle est à 8 pattes, elle. Elle justifie le déplacement de la population par la lutte contre le Hamas, oubliant que le déplacement forcé des civils est interdit par le droit international, même en temps de guerre. Et elle le sait très bien. Son raisonnement revient à dire, si Israël bombarde des civils, c'est la faute du Hamas. Ce qui, évidemment, déresponsabilise Tsahal et son chef Netanyahou. Quand on lui pose une question sur Gaza, elle détourne volontairement le débat. Elle amène le débat sur l'islamisme en France, parce qu'elle dit, on a un ennemi commun, la guerre qui nous concerne tous. Elle transforme le conflit en guerre de civilisation. Demander aux gens, est-ce qu'ils voulaient plus d'immigration ou pas? Moi, je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question en fait. Oui. Mais pourquoi? On connaît d'avance la réponse. Et alors c'est parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas la poser. Ça s'appelle la démagogie, le populisme. C'est triste d'en arriver là. Mais en fait, il y a jamais. Ce qui me frappe dans nos échanges, il n'y a jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, pas à leur pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens. Là, moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non, mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Non, c'est tellement sous-entendu. Mais non, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro 1? Non. C'est quoi le problème numéro 1? Non, il n'y a pas un problème numéro 1, il y a des problèmes d'inégalité, d'injustice, d'intégration sociale, d'immigration non contrôlée, de ghetto des quartiers. Il y a plein de problèmes. C'est quoi le problème? C'est pas l'immigration avec un grand I. Oui, mais quel est le sujet qui fait que les autres suivent l'insécurité, le problème économique? Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, qui fait que enchaîne? Non. D'accord. Accusé d'agression sexuelle. Et oui, c'était seulement 2 semaines et demie après avoir été informé des charges qui pèsent contre lui. Alors on précise que ce sont des révélations du Wall Street Journal, le journal américain. Et donc selon ce journal, Karim Khan subissait d'importantes pressions pour prendre des mesures contre la campagne militaire israélienne à Gaza. Dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, apparemment, il aurait aussi critiqué son équipe à tel point qu'une avocate malaisienne d'une 30aine d'années qui a travaillé déjà avec lui en tant que collaboratrice, elle aurait demandé à le rencontrer pour lui demander de changer son comportement envers son équipe. Et le procureur l'aurait donc convoqué dans un hôtel de New York. L'avocate aurait déclaré à des responsables de l'ONU avoir été victime d'agressions sexuelles, et ce à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. Mais malgré cela, elle a déclaré avoir décidé de rester tout de même à son poste parce qu'elle considérait son travail comme un
important pour les droits de l'homme, et puis aussi parce qu'elle avait des frais médicaux importants pour sa maman qui était apparemment atteinte de cancer, et donc elle aurait aussi commencé à craindre des représailles si elle se plaignait. C'est pour ça donc qu'elle a conservé son poste. Mais donc en tout cas, comme on le disait, eh bien seulement 2 semaines et demie après avoir pris connaissance des accusations qui pesaient sur lui, eh bien Karim Khan aurait donc annoncé son intention de délivrer des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et donc le Wall Street Journal se demande si le procureur en chef de la Cour pénale internationale n'a pas finalement cherché à se protéger de ces accusations sexuelles. Et oui, d'autant qu'il a annulé brusquement un voyage en Israël et à Gaza la veille de l'annonce de la demande de mandat, alors qu'il avait justement précédemment qualifié ce voyage d'important pour prendre sa décision. Alors il y a eu une réaction rapide des avocats de Karim Khan, estimant qu'il n'y a aucun lien entre les accusations et les mandats. Mais ce qui interpelle aussi le Wall Street Journal, c'est que des responsables judiciaires auraient déclaré que les mandats d'arrêt renforçaient le soutien attribué à Karim Khan par les pays qui sont contre Israël et qui pourraient aussi décourager son accusatrice, puisque l'avocate malaisienne aurait notamment déclaré aux enquêteurs que le procureur l'avait informé que ces accusations pourraient nuire à l'enquête sur la guerre à Gaza. Il lui aurait notamment dit « Pensez au mandat d'arrêt palestinien ». Alors maintenant, avec toutes ces révélations, reste à savoir si ces nouveaux détails auront un quelconque impact sur les fameux mandats d'arrêt. Ici, on voit très bien la stratégie. Israël tente de décrédibiliser la Cour pénale internationale en attaquant personnellement son procureur. Pourquoi ? Pour détourner l'attention des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, accusés des crimes de guerre. C'est clair et limpide. De toute façon, je pense que les accusations sont arrivées après qu'il ait délivré les mandats. Donc je ne vois pas... Mais bon, c'est pas nouveau. Israël utilise depuis longtemps une rhétorique de victimisation permanente. On est le petit État isolé, on est les persécutés, on a souffert de la Shoah. Ce récit sert à justifier tout, même l'injustifiable. Quand la CPI agit, Israël crie au complot, à la manipulation. Mais ce ne sont pas les intentions du procureur qui comptent, ce sont les faits. Gaza affamé, civils bombardés, aide humanitaire bloquée. Et plutôt que de répondre sur le fond, on préfère crier à l'acharnement. C'est une stratégie vieille comme le monde. On diabolise l'arbitre pour éviter un carton rouge. Mais être une victime hier ne t'autorise pas, à toi, de devenir un bourreau aujourd'hui. Voilà les amis, voilà les séquences que j'avais à vous montrer. J'ai encore plein de séquences à vous montrer, mais je ne peux pas tout mettre dans une vidéo, elle va être trop longue, à un moment donné ça va vous saouler. En plus, écouter Zemmour 1 ou 2 fois, c'est bon, mais l'écouter toutes les conneries qu'il dit à gauche et à droite pendant longtemps, c'est bon. Même moi, c'est bon, quoi. Donc voilà, sur ce les amis, donc vous savez, vous connaissez la chanson, des petits pouces, des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ma critique, dites-moi ce que vous pensez des propos de tous ces... Sur ce les amis, que la paix soit sur vous tous, et on se retrouve dans quelques jours.